Au sommaire de cette édition, le procès devant la cour martiale de Kampala, un opposant historique au président ougandais Yoweri doit reprendre ce lundi 13 janvier. Dans ce journal également, le ministère autrichien des Affaires étrangères confirme dimanche 12 janvier l'enlèvement d'une ressortissante autrichienne à Adagas dans le nord du Niger. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. Le procès devant la cour martiale de Kampala, un opposant historique au président ougandais Yoweri doit reprendre ce lundi 13 janvier, enlevé au Kenya en novembre dernier avant d'être renvoyé dans son pays selon ses proches. Celui-ci est poursuivi pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Près de 2 mois après l'ouverture du procès de Kizza Besigye devant une cour martiale de la capitale ougandaise pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale le 20 novembre, une nouvelle audience est prévue ce lundi 13 janvier. Mais à quelques heures de sa tenue, une question est sur toutes les lèvres. Celle-ci pourra-t-elle cette fois se dérouler dans des conditions normales? La précédente, mardi 7 janvier, s'était en effet terminée dans la confusion avec l'arrestation d'un avocat de l'opposant historique du président ougandais Yoweri Museveni. L'événement avait donné lieu à une séquence incroyable. Sur des images vidéo, on peut voir Aaron Kizza être violemment malmené par des soldats en pleine audience avant d'être envoyé en prison pour 9 mois sans inculpation formelle. Son tort, avoir commis une faute professionnelle selon la cour martiale. Avant cela, des militaires avaient, selon un autre avocat de l'accusé, tenté d'empêcher les représentants de Kizza Besigye d'entrer dans le tribunal. En réaction, une manifestation a eu lieu jeudi 9 janvier pour réclamer la libération d'Aaron Kizza, au cours de laquelle 7 activistes ont été brièvement interpellés avant d'être remis en liberté. Kizza Besigye a comparu pour la première fois le 20 novembre devant la cour martiale 4 jours seulement après avoir été, selon son épouse, kidnappé à Nairobi où il était venu participer à la sortie du livre de l'opposante kenyane Martha Karua. Au cours de cette première audience, l'ancien médecin personnel Yoweri Museveni avait nié les accusations de détention de pistolets portées contre lui et contesté la compétence de ses juges, alors que Kizza Besigye demande depuis le début de l'affaire à comparaître devant un tribunal civil. La question de la légitimité du tribunal militaire à le juger s'était une nouvelle fois retrouvée au cœur des débats mardi dernier. Au Gabon, les députés en pleines vacances parlementaires ont été rappelés pour une session extraordinaire. Celle-ci est consacrée à l'examen du projet de code électoral qui permettra d'organiser les élections permettant en place surtout les institutions dirigeantes du pays. Un processus qui arrive après la transition entamée au lendemain du coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Les députés ont engagé une véritable course contre la montre pour examiner et adopter ce projet de 383 articles. Après l'ouverture de la session, vendredi 10 janvier, l'Assemblée nationale a créé une commission ad hoc pour examiner le texte sur le fond. La commission a environ 5 jours pour mener à bien cette mission, car le projet doit ensuite être soumis au Sénat. Si les 2 chambres l'adoptent en des termes divergents, une commission mixte parlementaire sera mise en place pour son adoption en des termes identiques. Ce travail doit être achevé le 20 janvier car le décret qui convoque la session parlementaire n'a prévu que 10 jours de travaux. Le texte reste confidentiel. Selon plusieurs sources, la caution pour être candidat à l'élection présidentielle passe de 10 à 30 millions de francs CFA. Les candidats à la députation au Gabon doivent verser 1 million de francs CFA de caution contre 350 000 auparavant. Les partis politiques doivent investir 30% de femmes et 20% des jeunes sur les listes de candidats. Même si le ministère de l'Intérieur est l'organisateur exclusif de toutes les élections, le texte prévoit la création d'une commission nationale d'organisation et de coordination des élections. Il est également prévu une autorité de contrôle et de supervision des élections.
Le ministère autrichien des Affaires étrangères confirme dimanche 12 janvier l'enlèvement d'une ressortissante autrichienne à Agadez, dans le nord du Niger. Eva a été amenée samedi dans la soirée par des hommes armés non identifiés. Son enlèvement n'a pas été revendiqué à ce stade. Des recherches étaient en cours dimanche pour tenter de retrouver la trace de cette femme installée à Agadez depuis plus de 3 décennies. À Agadez, tout le monde la connaît. Elle est comme notre sœur, témoigne un habitant de la ville. Eva Greatmaker y est établie depuis 28 ans selon ses proches. Très intégrée dans la vie de cette ville du nord du Niger, la ressortissante autrichienne, décrite comme très active, est connue pour ses projets en faveur des femmes et de l'éducation. Son enlèvement samedi 11 janvier dans la soirée à son domicile par des hommes armés non identifiés a provoqué une vague d'émotions. Des recherches sont en cours pour tenter de retrouver la trace de cette femme de 73 ans que ses ravisseurs ont emmenée à bord d'un pick-up vers une destination inconnue après avoir un peu brutalisé le gardien selon une source locale. Les forces de défense et de sécurité nigériennes sont mobilisées, appuyées par l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, créée dans la foulée du coup d'État de juillet 2023. C'est la première fois qu'un ressortissant européen est enlevé à Agadez. Selon le média local Air Info, Eva Greatmaker avait déjà fait l'objet de menaces d'enlèvement en 2021. Autre chose, certains ministres passent plus de temps à soigner leur image sur les réseaux sociaux qu'à travailler. C'est la mise en garde de Faustin Archange Touadéra à ses ministres lors du premier conseil de l'année jeudi 9 janvier. Le président centrafricain leur a adressé des remontrances quant à leur absentéisme et leur manque de résultats. À l'orée de la dernière année de son mandat, Faustin Archange Touadéra a retrouvé le ton du professeur pour rappeler à ses ministres leurs devoirs et obligations. Le chef de l'État a notamment fait part de sa préoccupation en raison des absences massives et répétées lors des conseils des ministres, notamment en fin d'année où certains ont, selon lui, préféré passer les vacances à l'étranger que de participer aux délibérations. Certains membres du gouvernement, à Saint-Île, ont passé en 2024 plus de temps dans les missions à l'étranger sans retombées réelles pour le pays, plus de temps à s'occuper de leurs affaires personnelles plutôt que de s'occuper des affaires publiques, plus de temps à soigner leur image et réputation sur les réseaux sociaux plutôt que de travailler à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Faustin Archange Touadéra a menacé de réduire les autorisations de soins à l'étranger, prolongées, toujours selon lui, pour des motifs fallacieux. Il a exigé du chef du gouvernement, Félix Mouloua, souvent bravé par ses ministres, de montrer de l'autorité pour mettre fin au dysfonctionnement. Mais pour l'opposition, ce discours est purement démagogique. L'ex-premier ministre Martin Ziguele estime que le président Touadéra soutient l'incompétence puisqu'il liste de nombreux griefs, mais maintient sa confiance au ministre fautif. Et puis pour finir, l'interrogatoire de 2 soldats nord-coréens capturés en Ukraine donne à voir la triste réalité de l'engagement du régime aux côtés des forces russes. Près de 11 000 soldats du régime auraient été renvoyés sur le front ukrainien à la fin du mois d'octobre. Au moins 300 morts et 2700 blessés, c'est le bilan de 2 mois d'engagement de la Corée du Sud sur le front ukrainien d'après les renseignements sud-coréens. Séoul explique ces pertes importantes par le manque de préparation des soldats nord-coréens à la guerre moderne qui se joue en Ukraine, notamment face à l'usage des drones. En décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit que près de 3000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés sur place, tandis que Séoul avait avancé le chiffre de 1000. Derrière ces chiffres,
L'interrogatoire de 2 soldats capturés récemment donne à voir le dispositif mis en œuvre pour garder secret le rôle des Nord-Coréens dans le conflit. La Russie leur demanderait en effet de mettre fin à leur jour plutôt que d'être capturés afin d'éviter de donner des informations. Les renseignements sud-coréens qui coopèrent avec l'armée ukrainienne ont proposé l'asile en Corée du Sud à ces 2 soldats qui ont pour l'instant refusé, précisant qu'ils ne souhaitaient pas faire défection, mais rester en tant que prisonniers en Ukraine. Ce lundi, Volodymyr Zelensky a lui proposé d'échanger ses soldats contre des prisonniers de guerre ukrainiens détenus par les forces russes. Le Kremlin a refusé lundi de commenter cette déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est dit prêt à remettre à Pyongyang 2 soldats nord-coréens capturés dans la région russe de Kursk où l'Ukraine contre plusieurs centaines de kilomètres carrés, rapporte AFP. Nous ne pouvons nullement le commenter, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Nous ne savons pas ce qui correspond à la réalité là-dedans, a-t-il ajouté. Ni Moscou, ni Pyongyang n'ont jamais admis ni démenti le déploiement sur le front de Kursk de milliers de soldats nord-coréens, comme l'affirment Kiev et ses alliés sud-coréens, américains et européens. Également lundi, les forces spéciales ukrainiennes ont fait savoir sur la messagerie Telegram qu'elles avaient tué 17 soldats nord-coréens et qu'un 18e s'était fait sauter avec une grenade lors d'un assaut mené par ces derniers. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de notre pour vivre l'actualité en continu.